Bon, alors bonjour déjà. Donc, voilà, j'ai commencé à m'intéresser vivement à ce sujet, voilà, de la place de l'enfant dans la cité. Donc, bon, c'est la première fois que je me livre à cette expérience de conférence. Donc, non une corvée, mais un plaisir ardemment désiré. J'étais souvent chargée d'acheter du poisson et de le ramener à la maison. Cela impliquait tout ce qui suit. Marcher jusqu'à la gare 5 à 10 minutes, acheter un ticket, regarder le train à vapeur faire son chargement de charbon, monter dans le train, suivre le pont surplombant les eaux peu profondes, quitter le train au terminus, me balader et, à l'occasion, entrer dans le musée de la pêche, traverser le parc du centre-ville, où des militaires jouaient de la musique, ou bien passer par la caserne des pompiers, continuer vers la vieille ville, explorer le marché aux poissons et la flotte de pêche, sélectionner le poisson, négocier les prix, puis rentrer à la maison. Ce témoignage est celui d'un enfant de 4 ans, le biologiste Alan Parr, qui se remémore sa vie à 4 ans dans une ville de Norvège au début du XXe siècle. Alors aujourd'hui, laisser son enfant se promener seul dans la ville à 4 ans paraît irréel, à la limite même de la maltraitance. À Paris, on commence à se déplacer seul à partir de 11 ans seulement. Ça, c'est une étude de Clément Rivière qui date de 2000. Et cette liberté de déplacement s'est nettement réduite depuis les années 70. Elle a même beaucoup baissé entre 70 et 90, selon plusieurs études américaines, puisque les anglo-saxons sont beaucoup plus avancés que nous en France sur ces sujets. Donc Valentine en 2000, Holt en 2011, ont révélé comme ça le retrait de l'enfant de l'espace public. Et ces dernières années, l'attrait pour le jeu et l'éducation numérique, et puis plus récemment la peur de la pandémie, ont encore accentué ce phénomène. Voilà, des enfants qui jouaient. Pourtant, la rue a bien été un terrain d'exploration et de jeu libre pour les enfants. Jane Jacobs a décrit leur activité dans les rues de Greenwich Village en 1920. Ils pataugent dans les flaques, écrivent à la craie, sautent à la corde, font du patin à roulettes, jouent aux billes, discutent entre eux, montent sur leurs échasses, décorent les caisses à roulettes, montent et descendent en courant. Elle note que l'attrait de ces activités tient en partie au sentiment de liberté qu'éprouvent les enfants en parcourant les rues dans tous les sens, au lieu d'être enfermés dans un endroit qui leur est strictement réservé. Alors à Paris, ces aires de jeu strictement réservées sont souvent séparées de la rue ou du parc par une clôture, plus ou moins haute, donnant le plus souvent accès à un univers normé pour la sécurité de l'enfant. Là, on est au Luxembourg. Le mobilier y est standardisé, identique d'un pays à l'autre. Alors ça, c'est en Angleterre et ça, c'est en Irak. Et voilà, la forme impose le mouvement. Le toboggan pour glisser, la voiture pour conduire. Et l'imaginaire y est souvent limité à des stéréotypes comme le château ou au mieux le bateau de pirate. Les édifices institutionnels accueillant les enfants sont rarement ouverts sur la rue. Ainsi, la crèche, on pourrait dire bunker, dessinée par Christian Ovette de la rue Saint-Maur, présente une immense paroi convexe opaque qui, paraît-il, s'inspire de la forme du ventre maternel. Une autre façon de se retrancher de l'espace public est d'afficher un objet spectacle, ici la girafe, en métonymie d'un univers à part, celui de l'enfance. Alors la liberté d'explorer la ville semble avoir été en partie perdue pour l'enfant. Or, selon Jean Piaget, c'est pourtant entre 6 et 9 ans, par l'exploration, le jeu libre, que l'enfant construit sa représentation de l'espace et sa sociabilité, qui ensuite sont la base de la confiance en soi. Alors, quelles transformations de la ville et de la société sont à l'origine de cette érosion de la liberté de l'enfant? Voilà la question que je me pose. Et évidemment, une des transformations majeures de la rue entre les années 30 et 60 est son invasion par la voiture. Le Corbusier, qui pourtant a eu
a pris des décisions assez dramatiques sur certains sujets concernant la rue, puisqu'il prétendait à un moment détruire 2/3 des rues de Paris. Le Corbusier déclarait à propos des Champs-Élysées dès 1922 « On sort de chez soi et, la voûte passée, sans transition, nous voici tributaires de la mort. Les autos passent. 20 ans en arrière, la chaussée nous appartenait. On y chantait et on y discourait. » Là, c'est les années 60. Selon Philippe Ariès, c'est bien la voiture qui a poussé les familles populaires à empêcher leurs enfants de jouer dans la rue, comme ils en avaient pourtant gardé l'habitude, malgré la police et ses interdits. La peur de l'accident a fait plus que celle d'une police dont on savait s'accommoder. Alors l'espace de la chaussée a été confisqué par la voiture, certes, mais d'où vient le déclin de la rue comme espace social? La rue des artisans, des commerçants, celle où vivait la mère au foyer, le chômeur, le vieillard, et qui veillaient ensemble sur les enfants et intervenaient en cas d'agression ou d'égarement. Enfin, c'est notamment ce que nous retranscrit Jane Jacobs dans Vie et déclin des grandes villes américaines. Selon elle, cette rue a été jugée insalubre et dangereuse. D'ailleurs, Philippe Ariès a fait la même analyse pour Paris, puis détruite, entre autres, par ce qu'elle appelle les préconisations de l'urbanisme moderne, la séparation des fonctions, évidemment les grandes infrastructures, les habitations repoussées vers la suburbe, et les travailleurs vers la city ou l'usine, et les commerçants vers le centre commercial. Ça, c'est Parly 2. Parallèlement à ces transformations urbaines, les enfants des prolétaires en Amérique, les enfants des immigrés récemment arrivés, sont retirés de la rue vers le playground et l'école. Alors à la fois pour des raisons ambiguës, à la fois pour les éduquer, mais aussi pour canaliser leur énergie. Donc ce sont déjà des lieux fermés. Theodore Roosevelt déclarait en 1907 « Les rues des villes ne sont pas des terrains de jeu satisfaisants. Les jeux y sont contraires à la loi. La rue est une école du crime. » Et Paul Goodman voyait dans ces playgrounds un outil d'américanisation des immigrés arrivés récemment aux États-Unis. Ainsi, l'aire de jeu a-t-elle été d'abord créée aux États-Unis pour contrôler le petit délinquant. À Paris, la jeunesse populaire, dès le XVIIe siècle, a subi le même retrait de la rue. Dans son article « L'enfant et la rue, de la ville à l'antiville », Philippe Ariès a analysé comment les enfants délinquants ont été retirés de la rue par la police, et puis par l'action des philanthropes et des moralistes qui ont su convaincre les classes populaires que la place de l'enfant était au sein de la famille et dans l'école. Au XIXe siècle, le grand enfermement de la jeunesse vers les internats scolaires, les collèges, qui a été décrit par Michel Foucault dans Surveiller et punir, se fait parallèlement à l'exclusion des prolétaires de la commune hors du centre-ville de Paris. Alors moi aussi, je vais citer Henri Lefebvre, je suis de la même génération. Dans Le droit à la ville, il décrit notamment ce phénomène « La démocratie d'origine paysanne, dont l'idéologie animale et révolutionnaire de la commune, aurait pu se transformer en démocratie urbaine. Comme elle menaçait les privilèges de la nouvelle classe dominante, celle-ci l'empêcha de naître. Comment ? En expulsant du centre urbain et de la ville elle-même le prolétariat, en détruisant l'urbanité. Urbanité que, comme finalement Jane Jacobs, il définit comme une rencontre de toute classe sociale et de diversité. Alors, enfermement de l'enfant et contrôle du peuple révolutionnaire ont ainsi été liés. Cependant, avant l'invasion de la ville, invasion si on veut, mais par les classes populaires, les immigrés aux États-Unis au XIXe siècle et les paysans à Paris, l'enfant n'était-il pas déjà un objet d'ostracisation ? La méfiance de l'enfant incontrôlable n'est-elle pas plus ancienne encore ?
De ce point de vue, la vision des philosophes fondateurs de la pensée occidentale est assez éclairante à ce sujet. Par exemple, selon Aristote, tous les enfants sont des nains, dont la vie a moins de valeur qu'une plante, puisqu'ils se meuvent, mais sans aucune prudence ni rationalité. D'ailleurs, selon lui, personne ne voudrait retourner à cet état. Au XVIIe siècle, cette vision persiste. Le philosophe Pascal note que l'enfant est plus proche de l'animal que de l'humain et doit être dressé loin de cet état. Héritière de cette représentation méprisante de l'enfant, la pédagogie dite noire, nommée ainsi par Alice Miller, utilise l'humiliation et le châtiment corporel pour extirper ce que les éducateurs nomment les germes du mal hors de l'enfant. Et cela jusqu'à la première moitié du XXe siècle. Donc Alice Miller, dans son ouvrage « C'est pour ton bien », note que cette représentation négative de l'enfant est devenue inconsciente. Le mépris et la persécution de l'enfant dans toute sa faiblesse, ainsi que la répression de la vie, de la créativité et de la sensibilité en lui comme en nous-mêmes, s'étendent à de si nombreux domaines que nous ne les remarquons presque plus. Ainsi, on pourrait dire que la peur de l'inconnu en nous et celle de l'enfant sont liées. Alors, là, si l'on souhaite concevoir des espaces qui favorisent la créativité et la sensibilité de l'enfant, il est sûrement nécessaire de s'interroger sur l'image qu'on porte en soi et à quel point elle est tributaire de cet inconscient collectif. D'autant plus que, finalement, comme l'a noté Lloyd de Mause dans les années 60, un psychanalyste américain, l'hypothèse de l'enfant, l'histoire de l'enfant est un long cauchemar dont on se réveille à peine. Puisque finalement, c'est au début du XXe siècle qu'est apparue l'idée que l'enfant a le droit au respect et peut apprendre par lui-même. Ce sont des pédagogues et des médecins comme Maria Montessori, Célestin Freinet et Janusz Korczak qui ont créé ce mouvement dit de la pédagogie nouvelle. Ils ont imaginé une nouvelle façon d'enseigner basée sur la participation active de l'enfant. Le jeu, l'exploration de l'espace et de la ville deviennent alors des modes d'apprentissage. Cette pédagogie dite nouvelle a aussi transformé l'architecture de l'école, puisqu'on prend conscience alors que l'espace a une incidence sur la formation et l'épanouissement de l'enfant. Cette architecture avait plutôt comme impact d'impressionner l'enfant par son caractère monumental de château. Les corridors guidaient la circulation de façon univoque, et dans les salles de classe, les pupitres étaient vissés au sol et accolés entre eux, formant des bandes, de véritables barrières qui empêchaient toute liberté de mouvement dans la classe. Ces pupitres étaient tous orientés vers le bureau du maître, surélevés d'une estrade, ce qui affirmait sa supériorité. Alors, accompagnant ce changement de regard sur l'enfant, apparaissent de nouvelles formes d'écoles, et notamment les écoles pavillonnaires et les écoles en plein air, celle de Marcel Lodz, bien connue à Suresnes. Et elles favorisent les déplacements d'un pavillon à l'autre, entre l'intérieur et l'extérieur, et donc une prise de pouvoir sur l'espace. Une autre relation à la ville et à l'environnement a été mise en place effectivement dans les écoles en plein air, notamment celle d'Amsterdam, réalisée par Duiskers en 1930. Alors l'ossature indépendante de la façade a permis l'ouverture totale de l'espace vers l'extérieur et l'organisation libre des plateaux. L'école Montessori à Delft, dessinée par Herzberger, est un bel exemple. Donc en 1960, conçue en 1960. Elle est aussi organisée, enfin il le revendique comme une petite ville, composée de maisons, disposées autour de la rue d'apprentissage. Et d'ailleurs, sa structure modulaire, comme on le voit, lui permettra de croître, un peu comme une ville d'ailleurs. Donc cette rue, bon, enfin, on la voit, cette rue est un lieu de passage, mais elle est aussi un lieu de jeu.
Et cela pourrait nous intéresser pour l'aménagement de la ville, évidemment. D'un côté, on trouve une scène, podium, et de l'autre, des tabourets inscrits dans un creux du sol, qui sont amovibles et peuvent se configurer et créer de multiples figures. Les modules des classes s'ouvrent sur la rue par un seuil d'exposition. Et la forme en L de chaque classe est un lieu de vie incluant espace de travail, cuisine et sanitaire, bien loin des pupitres en bande. Donc créer la maison des enfants comme une ville, c'était aussi l'intention majeure d'Aldo van Eyck dans la conception de son célèbre orphelinat à Amsterdam. Les modules, ponctués de cours, incitent au déplacement et favorisent les rencontres comme dans un espace public. Un autre exemple est celui de l'école dite aux aires ouvertes de Saint-Méry à Paris, conçue par 3 architectes, Gamard, Lombard et Roux, en 1974. L'absence de parois entre les classes favorise le déplacement libre, la rencontre entre les élèves, les professeurs et les parents, c'est revendiqué dans le programme à l'origine de l'école. Et au centre de l'école, une rampe relie les 4 niveaux et les cours de récréation. Le déplacement s'effectue dans une promenade architecturale et est un véritable plaisir. Elle est ponctuée de vues sur le paysage urbain. Et voilà, permet de s'approprier l'espace bien différemment. Ouais. Alors, offrir la liberté du jeu et de l'exploration à l'échelle de la ville d'aujourd'hui est sans doute plus complexe qu'à l'échelle d'une école, même si peut-être on peut en tirer des enseignements. À Paris, l'idée d'améliorer l'accès de l'enfant à la ville et ses espaces quotidiens existe. En témoigne le projet du Paris des enfants, qui consiste à restreindre la circulation automobile dans les rues bordant une 50aine d'écoles et à ouvrir leurs cours au public les jours sans classe. Alors voilà un exemple qui fonctionnait ponctuellement. Et puis une cour d'école bitumée qui voilà, est censée être dans ces... On a 10 cours tests qui existent, être débitumés. Et voilà. Après, on peut s'interroger sur le résultat quant à ce que j'ai évoqué tout à l'heure par rapport à la normalisation de l'espace, c'est-à-dire que par rapport au développement de l'imaginaire, on retrouve les mêmes stéréotypes comme ça, de jeu normé. Et par ailleurs, quand on essaye vraiment, voilà, quand on étudie certaines réalisations de rues aux écoles, comme celle d'ailleurs de l'école Saint-Méry, précédemment citée, on peut s'interroger, puisqu'en fait, des barrières ont été installées, mais elles restent amovibles par tous. Et alors que l'école Saint-Méry est située dans un environnement le plus pollué d'Île-de-France, puisque voilà, elle est bordée par la rue du Renard, très passante, mais elle est aussi... on a la sortie de la voie souterraine des Halles, au pied de l'école. Et alors que donc il s'agit de l'école la plus polluée d'Île-de-France, cette sortie de voie souterraine devant l'école a été maintenue, mais fermée pourtant devant la Samaritaine. Donc la priorité, on voit où va la priorité. Il est vrai que pour compenser, la mairie a couvert en partie cette voie souterraine, cette trémie, et a prétendu réaliser un grand parvis pour les écoliers. Alors voilà le parvis. Voilà. Alors, comment éviter de tels contresens? Et là, on peut se demander si le refoulement de notre enfant intérieur, ce mépris inconscient analysé par Alice Miller, nous empêcherait, peut-être que ce mépris inconscient nous empêche de réellement favoriser l'enfant dans la ville. Voilà, c'est en tout cas l'hypothèse avancée par le psychologue Nash Noshi dans son article « The Inner Child », l'enfant intérieur. La voiture, symbole de l'homme victorieux sur le plan social, est selon lui le jouet de l'adulte ayant oublié son enfant intérieur. Ainsi, même dans son rôle de planificateur urbain, cet adulte aura tendance à ne pas se rendre compte de l'intérêt qu'il pourrait y avoir à casser la ségrégation entre groupes d'usagers en diminuant la présence des voitures en ville.
Alors un autre sujet d'aliénation finalement pour l'enfant dans la ville, c'est l'obsession pour la sécurité qui engendre normes et labels et façonne notamment le mobilier des aires de jeu standardisées. C'est ce que Marc Breviglieri a nommé la ville garantie. Et comme il l'a analysé dans son article « La ville comme terrain de jeu », l'architecte, placé sous le patronage d'une telle inquiétude de garantie des choses, se rend responsable d'anéantir précisément ce qui enchantait l'enfant dans la ville et du même coup de négliger la profondeur intime d'une conviction enfantine selon laquelle il faut jouer pour vivre bien. Voilà. Alors pourtant, il existe quelques projets urbains basés sur le droit de l'enfant à la ville. Et l'un des projets précurseurs de ce point de vue est celui du plan de mouvement pour le centre-ville de Philadelphie, dessiné dans les années 50 par Louis Kahn. Si c'est souvent la monumentalité des parkings, silos, qui est retenue dans ce projet, l'intention de Kahn était surtout de donner la priorité aux piétons et la rue comme terrain de jeu aux enfants. En fait, comme il l'a évoqué dans de nombreuses conférences à la fin de sa vie, Kahn a construit sa sensibilité à l'espace et à la société en se promenant seul, enfant, dans les rues, alors tranquilles et animées de Philadelphie. L'impossibilité pour ses propres enfants de s'approprier la ville l'a poussé à défendre alors la mixité des usages de la rue, plutôt que de les dissocier, comme les Siam le proposaient alors. Ce projet est resté utopique, mais 20 ans plus tard, la mixité des usages dans la rue s'est concrétisée à Delft par la création de ce qu'on appelle en Deutsch le Wohnnerf, signifiant littéralement cour d'habitation. Donc, suite à la pression de résidents qui se sont appropriés la rue, on pourrait dire, et l'espace, prise d'espace, face à la pression de ces résidents qui demandaient le droit aux enfants de jouer dans la rue, la circulation y a été réduite à 10 km/h. Ces rues, d'ailleurs, font écho au stoep du XVIIe siècle, plateforme surélevée au pied des maisons qui permettait alors le jeu des enfants, l'étalage des marchandises, la conversation et le repos sur des bancs accolés aux façades. Progressivement, ces Wohnnerf seront mis en réseau pour faciliter le parcours des enfants à travers la ville de Delft. Alors, libérer ces rues du trafic automobile est une première étape, mais pour y retrouver une vie sociale, évidemment, il y a des mesures politiques qui doivent être prises. En cela, l'expérimentation de la ville de Pontevedra, où la circulation en centre-ville a été réduite de 90%, est assez intéressante. Je n'ai pas vraiment d'image qui montre ce que je vais dire, c'est-à-dire que la rue est devenue une cour de récréation pour les enfants. Les écoles qui bordaient la rue utilisent la rue comme cour de récréation. Et puis des pédibus, ou groupes d'enfants allant seuls à l'école, ont été mis en place. Et, mesure importante, la création de centres commerciaux a été interdite, de façon à soutenir les commerces de rue. Le profil des rues a été complètement modifié, puisque chaussées, trottoirs et signalétiques ont disparu. Alors cette ville, qui était en décroissance d'habitants, on va dire, en a attiré de nouveau en 15 ans, puisque ça s'est produit entre 1999 et 2017, je crois. Et surtout, la pollution liée aux gaz à effet de serre et au CO2 a baissé de 66%. Un autre modèle comme ça d'expérimentation de prise du sol par les habitants est celui de Barcelone avec le projet des super-îlots. Donc, la trame de Cerdà, donc les îlots de la trame de Cerdà sont regroupés par 9. Autour de ces 9 îlots qu'on nomme super-îlots, la circulation est réduite à 50 km et à l'intérieur à 10. Et elle est organisée en boucle de façon à libérer les anciens croisements de rue et à ce qu'elles deviennent des placettes piétonnes. Ces placettes accueillent de nouveaux usages qui pour l'instant sont formalisés simplement par de la peinture au sol.
Voilà, 10 super-héros ont déjà été expérimentés et cela devrait s'étendre aux 503 super-îlots de la trame Serda. Et la pollution devrait être réduite de 25%. Donc dans ces rues rendues aux piétons, comment le jeu peut-il prendre place? De façon spontanée, bien sûr. On pourrait penser à Jane Jacobs et à son idée que finalement les enfants sont libres d'y jouer. Cependant, c'est intéressant de faire référence à des dispositifs qui ont été expérimentés aussi dans les années 50 et qui ont disparu aujourd'hui, et qui marquent d'une certaine manière le droit des enfants dans la ville, ou le droit au jeu à la ville, d'une façon bien différente des aires de jeu que l'on peut connaître. Il s'agit, voilà, j'aimerais parler des 700 aires de jeu conçues par Van Eyck à Amsterdam, entre 1946 et 1978. Donc ces aires de jeu appartenaient complètement à la ville, puisqu'ils n'étaient pas entourés de clôtures. Et qu'ils étaient fabriqués dans les mêmes matériaux que les édifices alentours, en métal et en béton. D'autre part, l'abstraction de leur design permettait une certaine liberté d'interprétation et le déploiement de l'imaginaire. Leur design ne dictait pas la fonction. Elle suggérait une multitude d'usages. Ainsi, par exemple, la bordure autour des aires de sable peut devenir à la fois circuit de course, obstacle à sauter, surface de travail, assise des enfants et des adultes. Voilà, et la densité de ces aires de jeu dans la ville, puisqu'en 1976, on en comptait 700, crée une sorte de maillage qui magnifie comme ça le droit des enfants à jouer dans la rue. Et qu'il voulait aussi un lieu accueillant pour les adultes et intéressant pour les adultes. Un autre exemple est celui des terrains d'aventure. Alors le premier terrain d'aventure, enfin les premiers terrains d'aventure ont été inventés par le paysagiste danois Sorensen à Copenhague, qui en 1946 a observé des enfants dans un chantier qui jouaient spontanément à fabriquer différentes choses avec ce qui traînait. Et il a décidé de transposer cette situation dans des espaces, alors des terrains vagues à l'époque, puisque c'était juste après la guerre, et de laisser la possibilité aux enfants de construire leurs propres jeux, cabanes, éventuellement même planter des potagers, jouer dans les arbres, puisque c'était parfois dans des espaces boisés. Voilà, ces terrains d'aventure ont été exportés en Angleterre, puis en Allemagne, mais ils ont connu une courte vie en France, entre 70 et 90. Pourquoi en 90 toute cette aventure s'est arrêtée, je ne sais pas vraiment. Peut-être l'obsession de la sécurité, à voir. En tout cas, en conclusion, je dirais que rendre la ville accessible aux enfants, c'est d'une part en finir avec l'hégémonie de l'automobile, alors ce qui permettrait à tous de respirer un air moins pollué, c'est trivial, mais je trouve important de le dire aujourd'hui, et d'explorer la sensorialité de la marche, sensorialité qui est fondamentale pour l'enfant. Voilà. Mais c'est aussi de résister aux logiques sécuritaires de repli sur soi, en tentant de partager un espace commun, sans lequel la cité n'a plus aucun sens. Enfin, offrir la possibilité aux citoyens les plus jeunes et les moins favorisés d'imaginer leur propre construction dans des terrains d'aventure, c'est participer à l'utopie de Joseph Beuys, pour qui tout le monde est un artiste, au sens où il peut donner forme à quelque chose. Et par là même, s'émanciper de sa famille et trouver la force de construire un avenir moins aliénant. Voilà. Merci beaucoup, Laure. Peut-être
Après, j'ai pensé à l'intervention précédente, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'occupations comme ça aussi, de Alternatiba et Extinction Rébellion, qui font avancer ces sujets dans la ville de Paris et qui poussent aussi la mairie à faire des choses, même si elle les fait de façon assez confuse. Mais voilà. Oui. Je voudrais faire deux remarques au-delà de l'intérêt évident qui complète effectivement la conférence précédente, sur l'accès de minorités à ce droit à la ville. Y a-t-il une condition plus minoritaire que celle de l'enfance, dépourvue de droit, en tout cas les mineurs sous tutelle juridique? Je vois deux intérêts supplémentaires. D'une part, et vous avez eu raison de citer Piaget, le fait que l'enfant construit son rapport, sa culture à l'espace à ce moment-là. Donc c'est la question de la culture à l'espace, une culture de l'espace qui est une question fondamentale pour la construction de la ville, évidemment. Et puis il y a un deuxième point qui, lui, est plus compliqué. Vous avez noté effectivement les contraintes sécuritaires. Bon, elles sont dues à l'évolution de la jurisprudence qui a en particulier introduit dans le droit civil cette vieille notion du droit administratif de responsabilité sans faute. Bon, et c'est tout de même une évolution positive du droit. Sur le plan du droit. Oui. Non, mais sur le plan du droit, sur le plan du care, sur le plan de tout ce qui concerne le soin, eh bien cette évolution du droit est positive. Donc il faut en tenir compte. Et c'est vrai qu'on peut difficilement demander aux édits urbains de prendre, d'éviter ou de ne pas assumer cette responsabilité. Donc ça implique effectivement une approche un peu plus sécuritaire des aménagements urbains. Mais rien n'est, vous voyez, rien n'est, là il y a une dialectique. Ça nous dit, on va laisser tomber la responsabilité sans faute, donc on va pouvoir, et ça c'est assez, finalement, c'est assez néolibéral, on va pouvoir ne pas assumer les responsabilités des aménagements qu'on propose. Oui. Ça, évidemment, pour les entreprises, c'est formidable. Oui. Oui, je comprends. Voilà, c'est formidable. Donc, c'est une évolution positive du droit. C'est d'abord l'État qui l'a assumé, très tôt, à la fin du XIXe siècle. L'État a dit, même s'il n'y a pas une faute avérée, nous payons des indemnités. Je ne sais pas ce qu'il en est en Allemagne, par exemple, parce que c'est vrai que, bon, c'est pas un sujet que j'ai abordé ici, parce que, en tout cas, les espaces de jeu sont nettement plus riches du point de vue de l'imaginaire et de la morphologie, etc. Et pourquoi, effectivement, est-ce que c'est une question de droit ou est-ce que c'est une question d'évolution de la représentation de l'enfant dans ces pays, peut-être, je ne sais pas. J'évoque uniquement des questions de statistiques, d'accidents, c'est ça qui est en jeu. La possibilité pour les parents de l'enfant de se retourner contre la ville ou contre l'État en raison d'une négligence en matière de sécurité. C'est le plus fort, ça. C'est vrai, mais du coup, c'est vrai que est-ce vraiment la raison, la seule raison? C'est pas la seule, sans doute, mais c'est une des raisons. C'est clairement. En tout cas, cette angoisse. Oui, bien sûr. C'est la ville garantie, donc. Le projet urbain est lié aussi à l'évolution du droit. Et cette évolution du droit est tout de même une protection dans l'ensemble de la population. Mais globalement, est-ce qu'on ne pourrait pas, Pierre, aussi considérer qu'il y a une évolution de la société qui a beaucoup misé sur le citoyen actif consommateur et que la situation des personnes âgées, on peut à plusieurs égards l'inscrire en parallèle de ton exposé. Je veux dire, les personnes âgées habitaient davantage avec la société, la famille, etc. Et qu'on a fabriqué quand même des lieux assez particuliers pour, d'une certaine manière, gérer cette situation. Et donc, quelque part, cette société s'est concentrée sur le citoyen actif, économiquement actif et socialement actif. Donc, l'enfant et le très âgé étant autres, moins consommateurs, moins participants au circuit économique et productif, on les a un petit peu mis dans des tiers-lieux.
Alors, ça inclut les questions de droit, certainement, mais pas que. C'est aussi une évolution morale et de la société. Mais encore une fois, pour tous les étudiants aussi qui sont là, ce que tu as présenté rappelle qu'on ne fabrique pas une cité en juxtaposant des lieux dont la détermination formelle et pratique est univoque. Et que l'exemple d'Erzberger est très riche parce que, et c'est ça aussi que quand on dessine des projets on apprend, c'est que la pluralité des usages autour d'une forme construite libère beaucoup plus d'imaginaire que lorsque la forme est monovalente. Et donc ça fait partie des enjeux qui occupent aussi la pédagogie, avec l'exemple de Kahn que tu as de Van Eyck aussi. Et tout ce que tu as dit au tout début aussi m'a beaucoup interpellé personnellement, c'est-à-dire qu'on a gardé de la rue le décor, mais on s'est débarrassé des rites du quotidien qui donnaient à cette rue une vie sociale. Oui. Et on en a fait un support uniquement marchand, commercial, et surtout bien bon chic, bon genre, bien comme il faut, etc. Et que cette liberté de la rue, qui est le lieu de l'événement, de l'imprévision, et aussi d'une certaine incontrôlée, enfin d'une vie incontrôlée, est quelque chose qui fait peur, qui angoisse. Et donc les rues, quand on regarde la rue Montorgueil aujourd'hui à Paris, c'est l'alignement des chaînes de commerciales, et c'est les mêmes partout. Il y a un lissage et aussi une aseptisation de la vie sociale qui n'est pas la vie marchande. Donc toutes ces questions-là sont très intéressantes parce qu'on n'en a pas fini du tout avec la rue. Je veux dire, on a eu un épisode évidemment de grands manifestes modernes qui ont voulu en finir avec la rue, avec l'îlot. Mais la rue et l'îlot sont beaucoup plus résilients qu'on imaginait et cette réalité, la rue qui a 5000 ans, elle est encore appelée à durer. La question c'est qu'est-ce qu'on veut en faire? Parce que c'est uniquement du transit et du trottoir et du trottoir de la chalandise, comme on dit en québécois, ou est-ce on est plus ambitieux sur ce qui fait, comme disait Victor Hugo, la rue c'est le cordon ombilical qui relie l'individu à la cité. Est-ce qu'on veut retrouver cette ambition ou est-ce qu'on veut juste en faire un support productif? Laurent, je crois que vous vouliez lever la main. Oui. C'est pour aller dans le même sens que ce que vous dites à propos justement de cette évolution morale et sociale qui va transformer les espaces. Quand vous parliez des premières playgrounds aux États-Unis, donc au tournant du XXe siècle, à la fin du XIXe, c'est vraiment dans le cadre d'une évolution, d'une mouvance bien spécifique aux États-Unis qui est le progressisme, avec il faut réglementer, il faut encadrer, la ville fait peur, donc il faut créer des espaces sûrs, les playgrounds pour les enfants, Homestead va créer Central Park parce qu'il faut de la verdure pour justement les immigrants et les travailleurs qui sont étouffés dans la ville et dans la pollution. Donc c'est vraiment aussi dans un mouvement où il faut rendre les endroits sécurs, où il faut aussi civiliser les masses. C'est comme ça que les choses sont verbalisées, et c'est la même chose effectivement pour les enfants. Les enfants sont perçus comme l'avenir aussi du pays, et il faut en faire de bons citoyens, et donc il faut les éduquer d'une certaine façon. Oui. Oui, tout à fait. Ben, c'est ce que j'ai. C'est ambigu. C'est vrai que c'est à la fois un mouvement philanthrope, c'est la philanthropie, et puis en même temps, voilà, on canalise l'énergie, on contrôle. Et ça reste une question. C'est vrai que Jane Jacobs avait un avis très tranché sur la question, puisqu'elle elle était même assez critique envers le mouvement des cités-jardins, par exemple, et les espaces divers. Et je trouve que par moment, par rapport à son point de vue sur, par rapport au mouvement du greenwashing qu'on traverse aujourd'hui, est intéressant, parce que c'est vrai qu'elle expliquait que c'est pas parce qu'on multiplie la verdure que la ville va se dépolluer, quoi, et que voilà. Et elle l'écrivait d'une façon peut-être un peu naïve, mais c'est d'abord,
c'est intéressant à rappeler. Et son point de vue sur les enfants était aussi tranché, c'est-à-dire que pour elle, c'était la rue et pas des aires de jeu à part. Et donc, on peut se questionner parce que bien sûr, voilà, mais comment ils doivent être intégrés, comment ils peuvent être un lieu de visibilité justement des enfants. C'est peut-être ça le sujet auquel on peut réfléchir. Oui. Alors, je crois que Nathalie Roseau voulait t'adresser une question. Oui. Non, ça c'était juste une réflexion par rapport à ce que disait Pierre en introduisant la question du droit. Oui. Moi, je trouve que c'est déjà merci beaucoup. Oui. Merci. C'est inspirant parce que ça permet aussi de penser peut-être l'espace public autrement, parce que finalement vous introduisez un espace de jeu, un espace de conflit, quand on pense aussi à la précédente, l'espace d'émancipation, l'espace d'expression des droits, et aussi cette question du climat qui se posait quand vous faites la relation dans la politique d'aménagement de ville entre la reprise des espaces pour les enfants et le fait la réduction de la circulation. Donc toute une série de questions finalement, le climat, le droit de petits citoyens qui n'ont pas forcément acquis encore, qui repose la question de ce qu'est l'espace public. Et je trouve que l'entrée juridique du droit, au sens du terme, bien sûr, peut être très intéressant pour penser cela et le renouveler, puisqu'on part aussi du principe qu'il a été soit confisqué volontairement, soit envahi par quelque chose qui n'a pas été maîtrisé. Oui, certainement quelque chose qui n'a pas été maîtrisé, je pense, oui. Oui, merci. Alors, tu nous inspires beaucoup de discussions, mais on pense que de toute façon, ces réflexions ne font que commencer Oui. pour toi. Et,